Bonsoir et merci beaucoup de votre présence nombreuse dans cette belle salle pour la fête des 50 ans de Prelco. Je vais vous parler évidemment de préfabrication sur la base du livre en quelque sorte. Donc je vais essayer de me concentrer sur les moments forts de manière qu'on comprenne justement l'évolution de l'architecture en rapport avec la préfabrication. Juste en préalable, je voulais vous dire que quand j'ai commencé mes études d'architecture, on nous racontait toujours deux histoires. La première, c'est que un architecte d'habitude commence sa carrière très tard, vers les 50 et quelques. Le grand image était le grand architecte américain Louis Kahn qui avait découvert donc l'architecture, sa propre architecture à partir des années 50. Et cette idée-là, elle rassurait beaucoup les architectes qui ne trouvaient pas du travail à l'époque, en se disant qu'ils ont toujours l'espoir d'un jour de devenir un grand architecte. Mais il y avait une deuxième histoire qui était que la formation en architecture était constamment une post-formation. C'est-à-dire qu'on sortait de l'école, et puis évidemment, après, il fallait apprendre le chantier, puis il fallait apprendre à construire, et puis après, il fallait peut-être apprendre l'urbanisme, etc., etc. Donc, on était face à un métier qui était constamment en train d'être très exigeant envers nous-mêmes. Et si la première partie de mon exposé ne me concernait pas beaucoup, parce que à 50 ans, j'étais la même chose qu'à 30, par contre, la deuxième partie, la post-formation, je dois avouer que je l'ai vécue depuis pratiquement 2 ans. Quand je suis venu voir Paul et Pierre-Alain Loth, introduit par Andrea Bassi qui est ici, je croyais tout savoir sur la préfabrication et après 2 heures, j'ai compris que j'en savais rien. Et dans ce sens-là, je crois qu'eux aussi, ils ont compris que moi, je n'en savais rien. Et j'aimerais donc beaucoup les remercier pour la confiance qu'ils m'ont témoignée en se disant, peut-être c'était trop tard de changer, j'en sais rien, mais en tout cas, ils m'ont fait vraiment confiance et je leur suis vraiment très reconnaissant parce que je pense qu'on a vécu en tout cas une belle aventure pendant une année. Moi, j'ai beaucoup appris, peut-être moins, mais en tout cas, voilà, donc j'ai reçu effectivement cette post-formation en préfabrication. Alors, le sous-titre, c'est le béton préfabriqué matière d'architecture. Donc, ils m'ont aussi permis de parler d'architecture, ce qui était vraiment, dans mon sens, très très bien. Et puis le titre, l'art de la préfabrication, par contre, avait donné beaucoup de discussions. Pierre-Alain voulait l'histoire de la préfabrication, moi je voulais pas. Enfin, on a eu pas mal de discussions là-dessus. Mais j'aimerais m'expliquer sur cette question de l'art de préfabrication parce que c'est assez essentiel par rapport à la teneur du livre. En réalité, la préfabrication, je me suis rendu compte assez rapidement, elle contient deux dimensions qui sont un peu opposées par rapport à cette notion-là. La première, c'est le rapprochement avec l'industrialisation de la construction. Donc c'est la vision plutôt prospective qui a beaucoup à voir avec le credo, la croyance du progrès. Donc on est en pleine modernité, bien entendu, progrès technique, social, économique. C'est l'ère de la machine, du machinisme. C'est l'idéal de l'usine, dont il y a une petite maquette ici au centre. Donc, c'est véritablement, donc, en quelque sorte, le machinisme, le taylorisme, l'organisation rationnelle du travail. Donc, elle va s'imposer, évidemment, dans les années 50 et 60. Donc, c'est plutôt une vision d'avenir, en quelque sorte. On croit à l'avenir à travers la préfabrication. Mais en même temps, l'essence même de la préfabrication, qui est de faire des pièces préalables, découpées, et par la suite assemblées dans le chantier, renvoie en quelque sorte à des codes du classicisme qui viennent déjà pour les architectes depuis Vitruve, certainement depuis Durand au XIXe siècle, qui est la décomposition de l'architecture en éléments, la colonne, l'architrave, le fronton et autres, et l'assemblage en quelque sorte de ces éléments aussi. Donc, si vous voulez, ça m'a beaucoup intéressé cette deuxième question et vous verrez qu'à plusieurs reprises, il y a la dimension classique de la préfabrication qui m'a fait réfléchir que la préfabrication, ce n'est pas uniquement une technique, mais au contraire,
elle s'intègre fortement dans l'art de bâtir et donc automatiquement, si vous voulez, on peut parler véritablement de l'art de la préfabrication. Donc ces deux aspects-là, ils sont pour moi très importants parce qu'ils m'ont permis en quelque sorte de parler d'architecture en parlant de la préfabrication. Alors, celui qui commence déjà à parler de ça, donc pour venir aux racines, c'est un dénommé Paul Abraham. Pour ceux qui connaissent la préfabrication, ils savent que c'était un homme assez important parce qu'il a fait le premier traité après la guerre, en 1946, de l'architecture préfabriquée. Et Paul Abraham a été très important. Il a beaucoup fait la reconstruction d'Orléans, donc il a beaucoup contribué en quelque sorte à l'instauration de la préfabrication en France. Et lui, il parle justement de l'usine et du camion. Donc, il avait déjà détecté cette question de la fabrication préalable au chantier et de la question du transport. Donc, il a identifié beaucoup de thèmes là-dedans. Mais en même temps qu'il parle effectivement de toute cette partie de la nouvelle technique qui est en train de s'installer et puis ce rapprochement de l'architecture de l'industrialisation, il dit aussi une architecture basée sur l'emploi d'éléments typifiés peut atteindre à la pureté antique. Et à quoi il fait référence? Il fait référence à cet exemple-là, donc ce sont 2 pages du livre, c'est le bâtiment du garde-meuble du Mobilier National de français. C'est un très bel objet, évidemment, d'Auguste Perret. Auguste Perret a été une très grande référence aussi en Suisse, comme vous le savez peut-être. Et c'est lui, en principe, voilà, et puis dès que je parle, il y a l'exposition qui se casse la gueule. C'est normal. Donc, en principe, Auguste Perret, justement, c'est lui qui va, en quelque sorte, introduire une sorte d'esthétique de la préfabrication. C'est-à-dire que quand on parle dans les années 40 de la préfabrication en France, c'est surtout Auguste Perret, parce qu'il y a le Havre qui est en train de se reconstruire, etc., etc. Or, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est qu'on parle toujours de Perret comme un grand chantre de la préfabrication, mais lui-même, il avait beaucoup de réserves aussi par rapport à la préfabrication, pour 2 raisons. D'abord parce que les éléments préfabriqués, comme je venais de dire, c'est la question de la dissociation, la colonne par rapport à la dalle, et Perret défendait toujours le monolithisme du béton, c'est-à-dire la continuité des forces, d'une part. Et puis, il a une phrase qui m'a beaucoup intéressé, où il dit « Dans nos machines, tout est orthogonal, au contraire du Parthénon, où tout est décalage, écart, oblique, insensible, nous en pourrons pas en faire autant. » Ça, c'est intéressant pour plusieurs aspects. La première, ça montre bien que Perret connaît très très bien l'art antique. Et ça, je le dis parce que on a toujours l'impression que les architectes n'ont pas une grande culture, et les grands architectes, ils ont toujours une très très grande culture. Et lui, il avait fait une formation, même s'il n'a pas fait une formation Beaux-Arts complète, il avait une très grande connaissance. Et il sait exactement que le Parthénon, une des questions des beautés, ce sont tous ces règles de la composition et de l'optique qui sont quand même un peu difficiles en quelque sorte de parler de ça quand on fait de la préfabrication. Or, celui qui parle du Parthénon, alors dans une toute autre vision, c'est bien entendu Le Corbusier. Nettement avant, donc la phrase de Perret dont je vous ai parlé de 1938, mais Le Corbusier en 1923, dans Vers une architecture, il a ces 2 pages qui sont certainement, en tout cas en ce qui me concerne, les plus décapantes de tout le livre, où il met en regard, évidemment, le Parthénon et d'autres temples grecs avec les voitures. Donc, ces images, d'ailleurs, qui posent beaucoup de problèmes aux historiens, parce que la Dephage qui est ici, c'était une voiture complètement de luxe, faite pratiquement à la main, donc elle n'était pas si industrialisée que ça. Mais Le Corbusier, il connaît aussi, évidemment, toutes les optiques du Parthénon et tout ça. Mais ce que lui l'intéresse, et ça me permet de revenir évidemment au thème de ce soir, c'est la confrontation de ce que lui il appelle le standard. Le standard étant, bien entendu, les temples qui vont évidemment être faits souvent selon les mêmes éléments, même s'ils sont tous un peu différents. Et puis la confrontation, évidemment, avec l'idéal de l'usine, qui était à l'époque l'usine Ford et toute cette production de l'automobile. Et Le Corbusier, tout en jouant la carte de ce rapprochement, encore une fois, de l'industrialisation et de l'architecture, il dit quand même le Parthénon est la plus sublime machine à émouvoir,
tout y est problème plastique, jeu de volume, vigueur admirable. Donc, l'architecture ne peut pas se réduire à une question technique, bien entendu, mais elle peut intégrer en quelque sorte une logique rationnelle, qui est celle de la préfabrication. On est constamment face effectivement à cette dualité, donc avenir, nouveauté, modernité et enracinement en quelque sorte sur les profondeurs, en tout cas des éléments les plus importants, comme ici les temples grecs qui sont, avec les Égyptiens bien entendu, à la base de toute architecture. Alors, si on continue et si on se rapproche cette fois-ci de Genève, évidemment, la préfabrication à Genève a commencé déjà dans les années 40. Peut-être déjà, on pourrait dire que les frères Honegger à Frontenay, ils ont fait une forme de préfabrication, mais très légère. Mais après la guerre, ça va se déclarer. Il y a bien entendu cet élément très important qui est Malagnou de Marc-Joseph Sauger, qui est toujours à juste titre indiqué comme l'élément donc de départ d'une préfabrication lourde, un bâtiment qui a été pensé effectivement selon la préfabrication de ces éléments structurels et autres. Et il y a dans l'image de gauche, bien entendu, les frères Honegger, qui, comme tout le monde sait, Jean-Jacques Honegger préconisait qu'on remplace donc la truelle par la machine, et qui ont fait évidemment une quantité de réalisations très inspirées d'ailleurs d'Auguste Perret en ce qui concerne la décomposition des éléments, mais avec un langage très spécifique et très intéressant. Donc c'est en quelque sorte le départ. Ça implique pas encore, curieusement, des usines genevoises, parce que tout a été fait dans une usine qui était à Lausanne, qui s'appelle Granito, qui était en réalité une entreprise de taille de pierre au départ, qui s'était transformée dans la préfabrication. Et tant les frères Honegger que Marc Sauger, ils travaillaient avec cette usine lausannoise au départ. Mais évidemment, l'histoire était en cours, et puis tout va s'emballer à partir, en tout cas à Genève, à partir déjà des années 50. Certainement, la loi Dupont de 1957 a été un déclencheur de toutes les opérations périphériques de grands ensembles et de cités satellites qui ont été sur le pourtour. J'aimerais ici me concentrer sur une d'entre elles, que je trouve d'ailleurs qui est très très mal étudiée à Genève, c'est un peu dommage, c'est Aunay. Il y a deux parties, il y a la cité Carole qui a été faite par les Honegger tout au départ, et puis il y a la deuxième partie qui me permet d'introduire en tout cas un personnage qui a été complètement oublié dans la préfabrication, en tout cas pour la plupart d'entre nous, pas pour Paul Lotte qui l'a très très bien connu, mais qui est Émile Boger. Émile Boger était un des cadres donc, de l'entreprise Induni, cousin germain des frères Induni. C'est un homme assez particulier, il était venu de France et puis il avait plutôt une formation littéraire. Donc c'est assez intéressant d'ailleurs parce que c'était pas du tout un homme qui venait dans la construction et c'est un homme qui a énormément, en tout cas, qui est devenu véritablement un très très grand spécialiste de la préfabrication. Vous le voyez ici avec Paul Lotte dans une très très grande complicité. Je pense pouvoir dire que Émile Boger a été un mentor pour Paul Lotte. Paul Lotte étant aussi donc rentré dans l'entreprise Induni déjà en 1963, mais étant donc membre du département de préfabrication à partir de 1965. Donc, Induni, c'est une entreprise de construction qui saisit en quelque sorte la question de la préfabrication donc, en soi, en rachetant une licence Barrett. Donc, vous savez qu'il y a beaucoup de licences qui couraient par rapport à la préfabrication. Les éléments Barrett, c'est des éléments plutôt lourds, de grande taille et beaucoup de grand tonnage, mais qui donc correspondent exactement à cette évolution de la préfabrication qui est en train de se faire. Et dans cette deuxième phase de la cité nouvelle donnée, il y a deux phénomènes qui sont très importants pour moi. C'est que d'abord, c'est les seules cités satellites où j'ai découvert effectivement des plans d'organisation de tout le secteur par rapport aux grues et la préfabrication. Donc, Induni
associé avec Cuno, donc va construire cette deuxième phase. C'est à peu près 1350 logements qui ont été faits en 2 ans. Donc tout a été pensé selon l'organisation du chantier, donc ça c'est une chose en soi. Évidemment, la notion de la fameuse urbanisme de Bar-Genevois se prête assez bien à ça. Et puis c'est l'organisation d'une structure qui va s'appeler le CTB, donc je crois que c'est Commission technique du bâtiment, où effectivement les architectes vont déjà travailler avec tous les spécialistes, ingénieurs et autres, parce que la préfabrication se fait d'une façon totale. Et d'ailleurs, souvent dans les publications, il n'y a même pas le nom de l'architecte. On sait que Jean-Louis Ardin, qui était un des grands architectes de cette période-là, mais il est souvent même pas nommé. Alors, la Cité Nouvelle Donnée a été un lieu d'expérimentation. C'est ça aussi qui est extrêmement intéressant. Par exemple, les grands panneaux de murs de refend étaient faits sur des parties du chantier avec un système de batterie verticale, alors que les panneaux de façade étaient faits en bas des bâtiments lui-même. Et puis, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est la représentation, vous voyez, des éléments. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure ces dessins ils ont été faits complètement pour les publications. Donc, c'est des dessins qui illustraient un discours d'Émile Boger. Mais vous voyez des perspectives éclatées comme ça. Le but, c'est justement de démontrer la décomposition. On revient à nouveau ces éléments de préfabrication et montrer leur assemblage de façon... Il y a un côté très didactique, mais aussi un côté extrêmement intéressant de cette opération. Et puis évidemment, donc on n'est plus dans le registre des Honegger qui avait encore des petits éléments en décomposition. Là, on est véritablement dans une période où il faut construire très très vite. Donc les panneaux de préfabrication sont très grands. Et ça va avoir effectivement une grande influence sur le plan de logement parce que, et c'est pratiquement le seul plan que je vais vous montrer aujourd'hui parce que par la suite, la préfabrication va se concentrer sur la façade. Il y a un rythme de 3 mètres par rapport à la structure porteuse. Les dalles avaient 12 cm, vous imaginez, c'est des choses absolument incroyables. Et puis le registre évidemment de stylistique des bâtiments découle complètement de la visibilité, de la vérité constructive, en quelque sorte. Donc, il y a les meneaux verticaux qui correspondent aux murs de refend à l'intérieur, juste les grands bandeaux. C'est une espèce de langage d'épuration qui est extrêmement intéressant. Alors, jusque-là, cette préfabrication-là, chez Induny, avec Paul Lotte et Émile Boger, ne préconisait pas encore une usine, en quelque sorte. Et cette usine, elle va apparaître un tout petit peu plus tard, en 1963. Donc, c'est la fameuse usine du Bois de Baie qui est le début de ce qui existe encore maintenant. Et l'usine, elle a une assez belle histoire parce que c'est uniquement un tour de force, puisque à un moment donné, il a fallu commencer à construire plusieurs cycles d'orientation. Donc, je vais vous montrer certaines images par la suite. Donc, on est dans ce chavirement que il y a des besoins énormes après la guerre de réalisation scolaire. Et les Genevois, ils ont été assez extraordinaires parce qu'ils vont mettre au point cette politique des cycles d'orientation. Et très rapidement, donc il y a un premier cycle d'orientation qui a été construit, c'est celui de la Florence à Conches. Mais très rapidement, les autorités genevoises savaient qu'elles allaient faire donc il y a plusieurs générations d'ailleurs de cycles. Et le coup de force d'Émile Boger a été de convaincre les autorités genevoises que plutôt d'avoir des chantiers forains dans tous les cycles, c'est de dire ça va pas aller, on n'a pas suffisamment de terrain, c'est de dire on fait une usine et cette usine va faire donc les préfabriqués de tous les cycles d'orientation. Et c'est comme ça que l'usine a été ancrée donc à Satigny, payé par l'État de Genève, parce que, évidemment, au lieu de payer chaque fois chantier dans chaque CO, ça se faisait à cet endroit-là. Et c'est la création de cette usine qui est effectivement donc un outil de travail fondamental pour toute future entreprise de préfabrication. Alors, cette usine, par exemple, Jean Barretz en faisait véritablement donc encore une fois, un énorme progrès social, parce que ce qui va changer, c'est effectivement donc la qualité
du travail de l'ouvrier et ses conditions de travail. Donc c'est véritablement là, effectivement, une très très grande avancée au niveau social, même s'il faut un peu le tempérer, parce que Paul Lotte m'a raconté qu'au début, on protégeait plus les préfabriqués que les ouvriers, parce qu'il fallait les mettre sous étuve, et qu'au départ, les conditions restaient quand même assez difficiles. Mais avec le temps, évidemment, il y a eu une très grande évolution. Donc voilà, vous voyez des images de l'usine, vous en trouvez aussi beaucoup dans l'exposition. Et ça, c'est le montage justement de ces éléments au niveau des préfabriqués, donc des CO, donc on a des images. C'est une attitude absolument rationnelle. Et j'aimerais aussi, donc, comme je l'ai fait pour Émile Boger, qui a été vraiment un peu oublié, aussi donc relever le personnage qui a été Claude Grosgurin, qui a été pratiquement le constructeur de 5 à 7 CO, je crois, qui a fait tout le travail préalable, en quelque sorte, avec les ingénieurs, d'abord Tissot et puis par la suite Bourquin-Saint-Sec et Induny. Donc ça, c'était le trio pour faire construire toutes les CO. Les CO, ils ont été donc pensés aussi selon un programme très spécifique qui reliait des salles de gymnastique à des bâtiments de classe. Et toujours un bâtiment de liaison, c'est ce que vous voyez, le bâtiment vertical qui fait donc la liaison entre les différentes fonctions. Donc ils ont mis au point une sorte de catalogage, et par la suite, donc chaque lieu différent allait recevoir peut-être un programme différent, mais aussi une organisation spatiale différente selon les lieux. Et parallèlement à ça, évidemment, il y a eu la mise en point donc, de toute une série de modules. Donc, c'est complètement modulé sur la base du 8-10 par 8-10 qui était la salle de classe. Et puis après, les éléments verticaux avaient 2,70 m et les dalles, comme vous voyez ici, ils avaient 90 cm de largeur. Et toutes ces CO, ils ont été faits comme un mécano selon ces principes-là d'organisation, dans des temps absolument records, en faisant vraiment, véritablement des économies. Et ça a donné, en quelque sorte, un patrimoine genevois absolument extraordinaire, dont la plupart des Genevois ont passé par ces CO. Ça va donner aussi donc une architecture extrêmement dépouillée, mais très très belle en même temps, assez essentielle en quelque sorte, parce que tout découle pratiquement des systèmes de construction. Vous voyez ici, donc ça c'est Budé, ça c'est la Florence. Plus tard, au Renard, c'est déjà Luc Hermès. On commence à mettre des pattes de verre sous les fenêtres, de façon à amener déjà un peu de décor par rapport à des éléments qui sont peut-être ressentis de façon peut-être un peu trop essentielle. Et ce qui est intéressant, c'est que cette expérience de CO va rester une expérience absolument unique à Genève. Et en même temps, à 60 km de là, canton de Vaud, qu'est-ce qu'on fait? On fait aussi un programme absolument extraordinaire d'école, sauf que la stylistique est complètement différente. C'est plutôt du métal et du verre, si vous voulez. Donc vous avez aussi donc une quantité d'écoles qui ont été faites. Et par rapport à ça, donc on va avoir un régime en quelque sorte stylistique et constructif complètement différent. C'est intéressant. Je vais juste vous lire une phrase. Pierre Bussat était l'ancien associé, enfin, le premier associé de Jean-Marc Lamunière, qui par la suite ils se sont séparés. Et il a fait une très grande carrière, notamment dans les organisations internationales. Et Pierre Bussat était le grand spécialiste donc des constructions scolaires, donc il avait beaucoup travaillé justement avec les Crocs. Et il a fait un article sur les CO genevois. Et en même temps qu'il était assez fasciné par cette expérience, il était assez critique. Et il disait, la justification économique du procédé, résidant entre autres dans la recherche des plus grands éléments, dans la plus petite variété possible, et leur mise en œuvre le long d'un chemin de grue, limite énormément l'architecte dans sa liberté de composition. Cette rigidité s'est traduite notamment par l'absence d'ouverture secondaire d'éclairage et de ventilation dans les salles d'enseignement du rez-de-chaussée. Alors, Pierre Bussat, c'était véritablement un grand... Il était très, très fan des Crocs, donc toute cette question du béton par rapport aux écoles lui posait un énorme problème par rapport à l'évolution
de ces établissements scolaires. Mais évidemment, c'est une critique un peu idéologique. Elle est certainement juste par rapport au deuxième éclairage des salles de classe qui étaient au rez-de-chaussée. Donc, c'était une des contraintes de l'époque, c'est d'avoir un double éclairage dans les salles de classe. Mais il n'était pas très juste parce que dans les crocs, souvent non plus. Mais ça m'a beaucoup intéressé parce qu'au fait, je crois qu'avec le recul, on peut dire que les CO genevois, ils sont véritablement presque beaucoup plus intéressantes que les crocs vaudois. Mais ça, c'est un avis personnel, bien entendu. OK. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que très rapidement, autant on va véritablement s'orienter vers toute cette production de préfabrication à grande échelle, très rapidement vont fuser les critiques. Ça, c'est un peu un leitmotiv des architectes, non? Dès qu'on commence, et le grand leitmotiv, évidemment, c'est la grande critique. C'est comme Pierre Bussat disait, vous voyez, ça limite beaucoup la liberté créatrice des architectes. Et on va avoir un véritable débat, notamment au sein de la FAS, donc la Fédération des architectes suisses, sur est-ce que la normalisation, est-ce que la typification va être en train de réduire en quelque sorte la liberté créatrice des architectes. Et ça, c'était une question qui aurait pu être posée. Beaucoup ont répondu en disant, comme Hans Schmidt, qu'au fond, la question de la monotonie n'est pas un problème esthétique, mais plutôt un problème social. Beaucoup donnaient des exemples de villes comme la rue Rivoli à Paris, où il y a une répétition des éléments les uns après les autres. On n'a jamais pensé que les boulevards haussmanniens étaient très monotones. Mais en même temps, si vous voulez, cette critique, elle commence à prendre véritablement ancrage, et ça va correspondre aussi effectivement à des changements contextuels dont je m'étendrai tout à l'heure. Mais je vous donne un exemple encore du collège de collège Rousseau, pardon, d'Alain Ritter, qui est un magnifique collège, vraiment, je le vois, qui a encore un module complètement répétitif, mais qui est justement le premier exemple du béton sablé. Donc, vous savez, cette projection du sable sur le béton quand il devient déjà dur, qui était justement un premier pas sur une évolution du béton qui va petit à petit devenir effectivement sur d'autres formes esthétiques que celles du béton traditionnel des grands ensembles, qui étaient grosso modo liées à l'esthétique des bétons lui-même. Donc cette question de la monotonie va durer pendant pratiquement 10 ans. Donc si vous voulez, elle a beaucoup à voir effectivement avec la critique de la modernité elle-même. Mais ça va effectivement, ça va correspondre, en fait, cette critique, en quelque sorte, de la liberté créatrice de l'architecte, qui a besoin d'une plus grande diversité, qui correspondent aussi souvent aux maîtres d'ouvrage qui aimeraient avoir d'autres bétons que ceux qu'on fait d'habitude, va amener effectivement à une très grande évolution dans la pensée du travail de Prelko. Et ça, je dois dire que c'est véritablement quelque chose d'extrêmement intéressant. Ça a été la capacité de Prelko, à un moment donné, et de Paul Lotte qui est ici présent, mais aussi autour de lui, Gino Rotello, qui était à Piazza, Émile Boger et autres, d'imaginer que justement, à un moment donné, les nouvelles contraintes qui vont être posées, notamment dans les années 70, toutes les contraintes énergétiques, thermiques et autres, vont amener en quelque sorte à une remise en cause de cette notion de la préfabrication lourde et totale et une concentration en quelque sorte sur le problème fondamental esthétique qui était en train d'être posé, avec cette idée justement que on va d'une part se concentrer sur ce qu'on va appeler la façade sandwich, c'est-à-dire un élément qui vient complètement monolithique et qui est intégré avec le parement extérieur, l'élément porteur intérieur et puis le sandwich de l'isolation qui est entre deux. Donc on va spécialiser de plus en plus dans cette manière de faire. Et on va effectivement donc commencer à travailler ce qu'on va appeler le béton architectonique, qui est plutôt un béton qui va recevoir en quelque sorte un décor ou un traitement particulier. Donc on a déjà parlé du béton lavé, on peut parler du béton sablé, on peut parler du béton lavé. Donc il y a énormément. Donc d'ailleurs dans le site Prelco, qui est une phrase certainement qui vient encore des années 70, on parle du béton sablé, acidé, désactivé, poli, bouchardé. Donc, soudain, il y a une espèce de complexité de possibilités possibles
de ces revêtements, de ces matérialités, dont une est véritablement celle qui a été prisée par énormément d'architectes, et si vous vous promenez à Genève, vous allez en voir beaucoup dans des écoles et autres, qui est le fameux béton Rudolph, dont on voit ici une image, où il y a des cannelures verticales qui sont souvent donc cassées à la main, et qui a été véritablement une espèce d'élément stylistique repris par énormément d'architectes qui ont vu une qualité esthétique assez majeure. Ce changement qui va être opéré à Prelco dans les années 70, il va être donc en quelque sorte théorisé par Paul Lott avec justement Émile Boger et Gino Rotelio dans un livre qui va paraître dans les années 80, donc La façade préfabriquée en béton, qui m'a beaucoup intéressé parce que ça montre bien que véritablement par rapport à cette évolution de la préfabrication, le centre de gravité de la pensée et de l'évolution technique se situe véritablement en Suisse romande. Et ça, c'était vraiment assez intéressant parce que ça montre bien qu'il va avoir un savoir-faire qui va se développer par la suite. Alors, la date clé, bien entendu, c'est en 1972, c'est la création de Prelco. C'est une date très importante, évidemment, par rapport à la célébration d'aujourd'hui, mais c'est une date aussi un tout petit peu compliquée parce que par la suite, on va avoir beaucoup de crises, donc notamment la crise énergétique, la crise du pétrole et autres. Donc, Prelco démarre en quelque sorte dans une période qui n'est pas forcément très flatteuse, ou plutôt très avantageuse par rapport à la construction, mais elle a été provoquée pour multiples raisons que vous lirez dans le livre, notamment par le sentiment que la préfabrication au sein d'un uni donc devait avoir une entité forte et qui est par le biais de cette sigle Prelco, mais il va correspondre effectivement avec un très grand mandat, encore d'une opération de cité satellite un peu tardive, c'est les Champs Fréchés, qui m'a aussi beaucoup étonné parce que très peu de monde en parle, et pourtant ça a été une opération assez importante. Donc c'est au nord, en quelque sorte, de la fameuse cité satellite de Mérin, et elle a été sur des bases complètement différentes. Donc l'image que vous voyez en haut de Marc Sotelli montre bien que, au fait, René Coquelin et Marc Moser qui ont reçu le mandat avec les frères Virginio, je pense, ont véritablement cassé en quelque sorte la linéarité de la cité de Mérin pour revenir à une autre forme urbaine très genevoise, qui est la fameuse forme articulée qui vient déjà d'Eugène Baudouin, et donc qui est plutôt donc des formes un peu plus organiques et un peu plus décomposées. Donc c'est une opération qui est quand même assez conséquente, parce que c'était quand même 5000 logements, qui a été fait à partir des années 70, même si la planification a été faite dans les années 50. Et c'est l'apparition, évidemment, d'une architecture qui n'a plus rien à voir avec l'architecture de Georges Ador, qui était évidemment très intéressante et très abstraite et autres, qui est une architecture plutôt de panneaux de préfabrication lourds, dans lesquels on va introduire une notion de décor, c'est ce que vous voyez ici. Et ça, je voulais quand même attirer un peu l'attention sur le fait que si on parle de préfabrication à Genève, il y a quand même donc le langage qui a été mis au point par René Coquelin et Marc Moser, et je salue d'ailleurs M. Coquelin qui est présent dans la salle, parce que je pense que ça fait partie véritablement du paysage genevois. Vous passez dans beaucoup de bâtiments où on a effectivement cette introduction du décor. Ça va dans le sens effectivement de ces matérialités dont je parlais tout à l'heure, mais ça a été peut-être un moment de l'histoire de l'architecture genevoise qui a aussi été un tout petit peu oublié. Et j'aimerais quand même donc vous citer René Coquelin quand il dit « Bien que banni par les courants de pensée qui inspirent l'architecture depuis 50 ans, la décoration demeure l'une des composantes essentielles et irremplaçables du domaine bâti. Elle compte parmi ces choses que la raison juge superflues, mais que la sensibilité considère comme primordiale. Car les décorations est un moyen d'identification de l'homme avec son cadre.
en stimulant son intérêt visuel, sensoriel, culturel. Elle contribue à faire dialoguer avec le milieu dans lequel elle évolue. C'est intéressant ce retour à la notion de la décoration, parce que véritablement, si vous voulez, c'était pas un thème qui était véritablement théorisé de telle manière. Et même si la production de Koekla-Moser a beaucoup évolué, au départ, vous voyez, ce sont plutôt ces figures stylistiques. Par la suite, on va ici à Despont-de-Nemours, on voit aussi ce rapport du dessin, en quelque sorte, rapporté sur du béton brossé. Ce retour au décor, il était certainement, à mon avis, pas en phase avec le temps. Et quand il a été, donc René Coquelin, il avait fait un groupe avec certains membres de la FAS pour discuter de ce retour à la décoration comme étant un fait fondamental, notamment par rapport à la compréhension et l'acceptation des gens de la préfabrication. Mais malheureusement, il a été publié dans les années 80 et le temps avait un peu changé en quelque sorte. Les choses étaient un peu différentes. Mais en même temps, si vous voulez, ça a été certainement un point assez fort qui a été développé par sa propre architecture. Au même titre que de Pont-de-Nemours, on a découvert avec Pierre-Alain ces photos dans les archives du bureau. C'est des très très belles photos, je crois que ça a été fait par un photographe américain. Et c'est des seuls points de vue qui montrent systématiquement une sorte d'ondulation qui est dans l'acrotère de ce bâtiment, qui est d'habitude vu plutôt un côté un peu massif, donc il y a l'octogone, qui était aussi une forme qui était très, très prisée par les architectes. Mais il y avait effectivement cette idée d'un retour, en quelque sorte, à une forme de baroquisme comme étant une modénature extrêmement intéressante. Or, ce baroquisme, il n'est pas uniquement lié à cette opération de Pont-de-Nemours. Et ça donc on approche avec le temps. Donc ici, on est dans les années 80. Ça a été véritablement un point qui m'avait complètement échappé par rapport à mes études. C'est qu'on va chavirer dans le postmodernisme. Donc c'est le retour à l'histoire. C'est la fameuse Biennale de Venise de Portoghese, à laquelle j'ai participé comme jeune étudiant, et donc qui est véritablement la fin des inhibitions de la modernité et le retour à l'histoire. Et à Genève, il y a eu en tout cas 2 bureaux qui ont beaucoup joué dans cette carte-là, en dehors de Jean-Marc Lamunière avec qui je travaillais à l'époque. C'est d'une part donc le bureau ASS, qui va faire ce bâtiment quand même très intéressant à la rue d'Ancé et rue de Croix-Rouge, dans lequel ils vont revenir effectivement à des ondulations de façade complètement inspirées de l'architecture baroque. D'ailleurs, ils ont parlé d'une unité baroque qu'ils opposaient à l'unité de la préfabrication. Ce sont des architectes qui connaissent très bien la préfabrication, parce qu'ils avaient fait beaucoup d'études là-dessus. Et ce qui m'avait échappé, c'est qu'au fait, toute cette dimension du postmodernisme et de l'historicisme va coïncider fortement en symbiose avec la préfabrication. J'avais une idée un peu fausse en me disant que quand il y a le retour à l'histoire, c'est plutôt un retour aussi à l'artisanat et autres, et pas du tout. Et d'ailleurs, en me penchant à nouveau sur cette question, je me suis rendu compte que des opérations de Ricardo Bofill en France au même moment, elles avaient été toutes faites en préfabrication lourde aussi, et qui a fait que justement un critique comme Jacques Lucan, il a parlé de ces opérations. Ici, j'ai mis quelques images des opérations de Ricard Bofill. La préfabrication lourde a gagné de nouvelles lettres de noblesse. C'est très intéressant. C'est comme elle avait passé d'une période de très grande critique et par sa capacité, en quelque sorte, de revenir sur des éléments de l'historicisme, la préfabrication avait à nouveau donc eu une espèce de deuxième vie, en quelque sorte, de noblesse. Cette opération est très intéressante. Avec Pierre-Alain, on regardait avec admiration les plans de calpinage des collaborateurs de ASS. Ça a été une énorme prouesse technique. Et je voulais juste vous citer rapidement une phrase de Richard Quincereau qui avait fait une monographie sur ASS, où il disait les préfabricants, en exploitant les savoir-faire et les compétences acquises, les industriels de la réalisation du bâtiment sont devenus l'équivalent des tailleurs de pierre
fournissant à la demande des corniches, des profilés, des pièces antiques, des frontons. Vous voyez, à nouveau, on revient à cette notion du classicisme, la décomposition et la capacité, en quelque sorte, de ce béton coulé, de faire effectivement ces éléments d'une certaine décomposition de façon à être rassemblés et selon les codes d'un certain classicisme. Alors évidemment, ici, il y a une dimension sculpturale remarquable, bien entendu, ça a été une très grande prouesse. Les autres architectes qui ont fait évidemment beaucoup jouer aussi cette carte, c'est Rino Broadbeck et Jacques Roulet, avec ce très très beau bâtiment de logement, le fameux Pointu à Carouge, où là, effectivement, il y a véritablement donc, des signes historiques très importants, comme vous voyez. Ça, tout à gauche, c'est le cheval blanc, où il y a véritablement des colonnes qui sont moulées à nouveau, donc c'est des signes historiques repris tels quels, c'est tout à fait la période. Mais en même temps, il y a une architecture d'une très très grande qualité, nettement plus épurée que ce qu'a fait que les pastiches qu'a fait Beaufil en France. Et tout ça a été fait grâce au potentiel de la préfabrication. Donc vous voyez qu'il y a une sorte d'évolution constante à Genève de cette notion de la préfabrication par rapport à l'évolution de l'architecture. Alors, pour Paul Lotte, les choses vont en train d'être changées. Donc là, on arrive au début des années 90. Et puis, Paul Lotte, il a l'intuition qu'il doit commencer à donner une nouvelle orientation à son entreprise. Et puis, il va tomber dans les sirènes de Cuba. Donc, il va en quelque sorte s'orienter vers Cuba. Ça m'a beaucoup intéressé aussi parce que Cuba, en termes de préfabrication, a une histoire absolument remarquable parce que vous savez certainement que les Soviétiques, ils ont implanté énormément d'entreprises de préfabrication suite à la demande donc de Fidel à Khrouchtchev après une très grande inondation qui a été faite par un typhon qui avait détruit énormément des parties de la Havane. Et Khrouchtchev, il avait donc délégué des brigades techniques à Cuba et à La Havane, où ils ont construit pratiquement 170 usines de préfabrication. Et Paul Lotte, quand il est arrivé en 1990, la plupart des usines étaient fermées. On lui demande pendant 10 ans de revitaliser en quelque sorte l'industrie de la préfabrication, ce qu'il a pu faire en partie malgré des très grandes difficultés. Mais il a démontré aussi des capacités donc pittoresques, entre guillemets, si vous voulez, de la préfabrication, avec ces deux bustes de Fidel et de Che Guevara, qui sont encore donc, dans les archives de Prelco, qui sont des choses vraiment très, très intéressantes. Mais ça, c'est une histoire, juste une image d'un des hôtels qui a été fait dans cette période. Mais discutez avec lui, vous verrez que les difficultés étaient peut-être plus fortes que véritablement des possibilités de construire. Voilà, j'avance, et puis on arrive bien entendu à la nouvelle génération. Donc, avec l'arrivée de Pierre-Alain Lotte, bon, il y a plutôt une évolution qu'une véritable révolution. Donc, il y a une reconnaissance de la continuité des acquis. En même temps, il va arriver dans les années 90. C'est à nouveau une période un peu difficile avec pas mal de crises. Mais il y a surtout une évolution de l'architecture qui va se faire assez forte. Donc, il va être confronté à une nouvelle génération d'architecte qui a fait effectivement une architecture assez différente de ce qui a été fait avant. En tout cas, les signes historiques qu'on retrouvait chez ASS et Broadbeck Roulet vont complètement disparaître. C'est une période où on va commencer à parler d'une relation de l'architecture avec l'art minimal, l'art concret. Et là, il y a des objets qui vont être assez fondateurs en quelque sorte, à la fois d'un nouveau langage architectural, mais aussi d'une nouvelle peut-être relation entre la préfabrication et les architectes, Pierre Lotte étant véritablement dans une espèce de symbiose avec la préoccupation des gens avec qui il travaille et tissant des liens assez forts. Donc ça, c'est une image d'un choix de préfabriquer pour Ebi et Pernegger qui sont au Verrier, dans lequel, vous voyez, ils avaient identifié des parties du Salève qui devaient correspondre effectivement donc au préfabriqué qui a été fait. Donc il y a une forme de contextualisation qui a été faite. Il y a un objet qui est assez fascinant parce que il a été peu montré en quelque sorte comme un objet en termes de préfabrication très, très, très important parce que c'est justement le pommier d'Ebi et Pernegger dans lequel ils vont commencer à travailler cette fois-ci
encore une fois sur la décomposition des éléments, les bandeaux de recouvrement de dalles et puis uniquement donc des systèmes de lames, de piles et autres, en faisant une composition très très libre, en changeant, donc c'est comme les éléments pourraient être glissés, donc il y a une dissociation des éléments de façade par rapport à ce qui se passe à l'intérieur, et un travail très très poussé sur la matérialité qui a été demandé à l'entreprise, notamment de manière à ce que le béton apparaisse presque comme de l'acier Corten. Donc, on va véritablement donc pousser très très loin cette question donc de la matérialité. Et ça donne effectivement une architecture complètement différente, surtout si on pense à ce qui se faisait le plus courant donc dans ce changement entre le postmodernisme et les nouvelles versions. Ce sont les éléments cadres. Ça, c'était des vues de l'opération de Broadbeck-Roulé au Lancy, les tas de brûlés. Ça, c'était les éléments qui étaient le plus courant dans la préfabrication, très 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 simple, avec une construction très simple qui élimine énormément de joints et autres, mais qui a encore le trou dans le mur, la fenêtre. Alors qu'ici, même si la fenêtre existe, parce que c'est la fenêtre à la française, on voit plutôt un équilibre entre les pleins et les vides. Donc il y a une espèce de langage essentiel qui est en train de se déclarer à Genève, qui va avoir d'ailleurs plusieurs continuités. Donc le bâtiment au Courtillet de Oleg Kalam, que j'aime beaucoup parce qu'il est très simple, et il y a juste un petit décalage de chacune de ces piles, mais qui donne toute la vibration du bâtiment et qui enlève justement cette notion de la répétition. Ou alors des opérations des Suisses allemands qui viennent d'ailleurs apprendre la préfabrication du côté d'Assis Romande, qui évidemment c'est Gigon Guyère à Chêne-Boucherie, et puis aussi des opérations comme des bâtiments de Jacques Bugnat ou de 3BM3 qui justement jouent énormément cette question du béton qui peut prendre des formes complètement différentes, à nouveau de l'acier Courten ou des moirages tout à fait différents. Donc on va avoir véritablement une nouvelle vague extrêmement intéressante. L'autre bâtiment, évidemment, qui est complètement donc qui ancre en quelque sorte la préfabrication dans cette nouvelle génération d'architectes, c'est la Banque Pitti d'Andrea Bassi, qui est une architecture assez différente évidemment des billes Parneguer, qui joue curieusement sur le même module des cycles d'orientation, donc de 8-10. Moi, je crois qu'il savait quand il avait fait ça, Andrea Bassi, mais il m'a jamais dit s'il savait ou pas. Et évidemment, c'est un bâtiment extrêmement intéressant parce qu'il joue sur un discours de ce triptyque entre construction, expression et essentiel, et puis une forme d'urbanité, l'architecte tendant à jouer une carte d'une architecture qui se veut plutôt silencieuse et collective dans la ville. Andrea Bassi est un de ceux qui a véritablement théorisé, en quelque sorte. Il a fait un livre qui s'appelle Matérialité avec Roberto Carella, qui joue justement sur l'importance de la préfabrication. Donc, il pense que l'évolution de l'architecture a à voir avec l'évolution des techniques de la construction. Ce qui ne veut pas dire que ce qu'il va représenter est véritablement de la construction, parce que vous voyez que les angles parfois sont évidés, donc l'angle ne porte pas. Mais en même temps, si vous voulez, il y a l'image de la construction et il y a évidemment cette mise en valeur assez forte de la préfabrication comme un élément justement de distinction de l'architecture. Évidemment, on a aussi le sens du revêtement, donc cette identification de l'architecture avec la pierre, on va le retrouver dans des bâtiments d'une certaine prestige comme le PMI d'Inès Samunière et Patrick de Vantéry, où il y a un jeu entre le béton acidé vert et le revêtement de la pierre d'Evolène pour garantir en quelque sorte une représentativité d'un bâtiment qui est presque institutionnel, donc d'une très très grande compagnie. Ou alors, selon un registre stylistique complètement différent, l'opération Acébéillon de Bacquer et Blanc, où ils réintroduisent la pierre pour des raisons aussi évidentes à maître d'ouvrage, qui s'identifiait complètement avec ça, mais aussi par rapport, cette fois-ci ce n'est pas la représentativité, mais c'est en tout cas pour adoucir une opération dans un contexte extrêmement fort de nuisances ferroviaires et autres, avec cette fois-ci un dessin extrêmement intéressant parce qu'il n'est plus du tout dans un registre classique comme l'architecture de Niels et Patrick, mais plutôt un élément en L qui va créer effectivement un dessin assez complexe et dans les façades elles-mêmes. La question de la barre
va se poser aussi. Donc ça, c'est le bâtiment de CLR au Communal. Et ça, c'est un point aussi extrêmement intéressant parce que si autant dans les années 50 et 60, on va croire que la série est un paramètre fondamental de la préfabrication, par la suite, la nouvelle génération va au contraire. Donc ça, c'est un bâtiment dont la façade exprime en quelque sorte la diversité du programme qui est à l'intérieur. Donc il y a énormément de typologies différentes et c'est un programme complètement intergénérationnel. Donc il y a une forme d'aléatoire en quelque sorte, mais complètement maîtrisée. Pierre-Alain me racontait qu'une des règles qu'il avait imposées, c'était la hauteur constante de tous les préfabriqués, parce qu'autrement, c'était véritablement quand même assez difficile. Mais l'entreprise de préfabrication arrive à faire, dans des prix complètement compétitifs, une telle diversité, qui, à mon avis, a à voir aussi beaucoup avec la question du jeu et la question, effectivement, d'un détachement complet, parce que là, on est milieu à on est, bien entendu, par rapport à effectivement une image de la barre qui pourrait être monotone. Et d'ailleurs, les architectes reviennent sur cette question de la diversité par rapport à la monotonie. Toujours dans l'esprit de la barre, le très beau bâtiment de Philippe Meyer à Mérin-Lyotard, qui est en quelque sorte une conséquence de la quantité de plans de quartier qui oblige à faire des barres à Genève. Et là, c'est une barre très très longue, de 120 mètres de long. Donc, l'intérêt de l'architecte était en quelque sorte de mettre en abîme presque cette question de la longueur par la création effectivement de ces très très grandes horizontales. Donc l'horizontalité est dominante. Et pour ce faire, évidemment, le préfabriqué lui donne la dimension du grand module qui accentue en quelque sorte cette dimension-là. Et dans ce sens-là, la construction devient effectivement une expression plastique qui est assez subtile parce qu'en fait, elle est assez emphatique d'un côté, et elle existe du côté arrière, mais beaucoup plus subtile, qui crée une sorte d'ambivalence entre les deux façades et qui démontre que la préfabrication peut justement amener à une sorte de maîtrise et une sorte de finesse dans cette linguistique-là. D'autres éléments que vous connaissez tous, évidemment, que j'aime beaucoup, toujours dans Juste Plasticité, c'est les jardins de la Gazelle de LRS Architecte. La préfabrication est uniquement dans les balcons, mais au fait, tout le thème d'architecture, c'est dans ces balcons, dans cette relation entre l'intérieur et l'extérieur. Et dans ce sens-là, ces éléments-là qui auraient pu être complètement coulés, le fait qu'ils ont fait une sorte de raffinement, qu'ils intègrent les rigoles d'eau et autres, ont fait un élément plastique extrêmement intéressant, dans lequel la préfabrication a été certainement un point de maîtrise par rapport à une expression qu'ils aimeraient obtenir, qui n'est pas un formalisme, qui est justement l'indication de la force qu'on doit donner aux éléments fondamentaux de cette architecture. Par la suite, juste rapidement, quelques objets à l'intérieur donc du tissu. Donc, vous savez que depuis notamment 2014, donc on n'a plus l'extension dans les villes est pratiquement cantonnée, que les architectes sont de plus en plus confrontés à bâtir dans la ville. Donc, je discutais avec un architecte aujourd'hui qui me disait qu'il y a pratiquement plus de parcelles rectangulaires. Systématiquement, on est confronté maintenant à des dimensions, à des géométries de parcelles qui sont résultantes. Le bâtiment, le très beau bâtiment de Jaco et Sageson au Cendrier, qui est une résultante en quelque sorte, Stallman appelait ça la raison d'être du bâtiment, c'est d'être en phase avec le bâtiment de Marc Sauger d'un côté et l'architecture donc de l'école qui est à côté. Donc ça donne effectivement donc cette architecture qui est à la fois très fine mais en même temps qui a une certaine force tectonique. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'au fait le découpage très classique du bâtiment, donc qui a l'air d'être tout à fait le socle, le couronnement et le corps et le couronnement, il y a un jeu des préfabriqués qui donne une deuxième lecture avec des pièces toutes différentes qui parfois impriment des diagonales dedans, avec des détails très particuliers d'angle, ce qui fait qu'il y a une lecture par la construction qui se superpose à la vision donc très classique de ce bâtiment lui-même.
Le bâtiment de Charles Pictet dans les rues basses qui m'a aussi beaucoup intéressé parce qu'en fait, il est aussi dans une forme cette fois-ci de contextualisation. Donc, l'architecture de la rue de Marché répond à l'architecture moderniste souvent des François Maurice, Jean-Pierre Dôme et autres qui existent beaucoup dans la vieille ville, alors que la partie de la corretterie à l'arrière, elle est dans un registre beaucoup plus tectonique et d'une certaine masse. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'il aurait pu jouer la carte du métal d'un côté et de la préfabrication de l'autre, mais tout l'enjeu était justement de démontrer qu'avec la préfabrication, on arrive à avoir une finesse et une expression du bâtiment qui nous trompe parce qu'on a l'impression à un moment donné que ça peut être du métal et qu'en même temps, on peut venir effectivement à une expression tout à fait plus courante. Donc, encore une fois, c'est le potentiel que la préfabrication, si on l'exploite à bon escient, peut tout à fait être bien. Un peu un jeu de même nature, c'est l'extension, la surélévation de la Croix-Séchée à la rue de Lausanne, où effectivement donc l'intégration du marbre des balcons sur les étages inférieurs fait que la surélévation qui a pu, grâce à la résistance statique du bâtiment, a pu être faite en lourd, alors que la tendance est plutôt d'amener une structure plutôt légère. Ici, fait qu'on a l'impression que le bâtiment a toujours été là, qu'il n'y a pas une différenciation entre les 3 étages nouveaux par rapport aux étages inférieurs, et ce qui donne effectivement, encore une fois, une sorte de richesse de lecture assez intéressante. Et puis les derniers projets d'école, je vous montre ça juste pour vous montrer qu'il y a véritablement un très grand écart entre les CO des années 60 et 70 et ce qui se fait de nos jours, que ce soit le bâtiment de CRL, de CLR à Plan-les-Ouates, ou alors le CO de Dries avec cette structure donc arborescente qui, encore une fois, a dû se baser sur la préfabrication de façon à avoir effectivement la finesse des montants qui étaient demandés par les architectes. Voilà, j'arrive rapidement à la fin. J'ai Pierre-Alain qui est en train de me contrôler là. Tu es beaucoup trop long, mon vieux. Absolument. Voilà, juste encore une dernière opération qui a été celle des communautés d'Ambilly, dont on parlera notamment dans les tables rondes, qui est pour moi assez exemplaire justement de cette notion d'intégration de la nouvelle génération d'architectes par rapport à la préfabrication. Donc, il y a eu véritablement 4 bureaux d'architecture qui ont travaillé dans la même pièce urbaine, qui a été donc planifié par l'atelier Bonnet. Ils sont tous mis d'accord sur une sorte de 3 principes tout simples, basés sur la maquette que vous avez en bas, et ils sont tous mis d'accord de travailler avec la préfabrication. Ça va donner une espèce de teinte un peu homogène et constante entre ces architectes, avec des architectures quand même assez différentes les unes des autres, mais qui sont toutes basées effectivement sur cette notion qu'au fond, il y a une forme de minéralité de la ville genevoise qui on peut aussi transposer donc, vers l'extérieur. Ça donne évidemment tout un récit, en quelque sorte, de cette opération, qui, à mon avis, est assez remarquable par rapport à cette question de est-ce que la préfabrication est une forme de culture locale, comme cette exposition tend à le prouver. Moi, j'aime à penser qu'effectivement que la préfabrication est véritablement dans l'ADN de Genève, en tout cas, peut-être un peu dans la Suisse romande, mais fortement à Genève, qui a une forme de tradition de la préfabrication qui s'est très fortement ancrée ici. Je vois dans tous ces mouvements de ces nouvelles générations, effectivement, une sorte de réflexion constante sur les possibilités qui est donnée par cette forme d'art de bâtir, et que véritablement, donc, si vous voulez, je pense que ce serait une assez belle réflexion de voir que face aux défis qui vont venir, que vous les connaissez tous et qui sont en train de mettre en fait en crise beaucoup de modes de construction jusqu'à maintenant, qu'on ne perde pas complètement notre âme et qu'on continue en quelque sorte à réfléchir à cette notion de la préfabrication et de la minéralité comme une forme effectivement de cet héritage, comme disait George Steiner, qu'on aime. C'est un héritage qu'on aime. Voilà. Je voulais juste terminer encore sur des petits remerciements. D'abord à ma femme qui m'a supporté pendant 1 année et demie en me disant chaque fois que je dis je vais chez Prelco et que Prelco a été ma 2e maison.
évidemment à Paul et à Pierre-Alain Lotte, parce que vous avez été vraiment des gens absolument extraordinaires. J'ai pris au moins 4 kilos pendant cette année, parce qu'on a fait des repas absolument remarquables, mais on a beaucoup travaillé aussi. Remercier l'équipe de travail, parce que même si mon nom est en couverture, comme Pierre-Alain m'aime rappeler, ça a été véritablement, on l'a fait depuis le début, avec Léo Fabrizio dont les images sont ici, et Philippe Weisbrod qui a fait la maquette et le graphisme et qui nous a supportés dans toutes nos exigences. Mais ça a été véritablement un travail d'équipe, et j'aimerais souligner parce que c'était une expérience vraiment tout à fait inédite, mais très très intéressante pour moi. Et enfin, un dernière image à notre grand scénographe, Christian Gosenbach, qui a fait ces merveilleux sièges sur lesquels je ne sais pas s'il y a des gens qui vont s'asseoir, mais juste rappeler que le Bernin, le cavalier Bernin, avait déjà eu un mandat un peu pareil quand on lui a demandé de faire une assise par rapport à cette statue d'hermaphrodite endormi. J'espère qu'il m'en veut pas, que je le compare au Bernin. En tout cas, moi, j'aurais été assez flatté. Mais ça m'a amusé parce que véritablement, ça montre bien que le béton et la pierre, au fond, c'est un peu la même chose. Merci beaucoup.